Ouais, c'est un sujet, oh là là. Oh là là, ça part en féminisme. Ça va se savoir, du coup. Oui, ça fait beaucoup de questions. Attends, non, bon. Bonjour, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier avec du coup Brune qui va nous parler du coup de l'autisme et plus particulièrement dans le milieu entrepreneuriat et dans l'acting. Et donc pour ce faire, bonjour Brune. Bonjour Lucas. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Mais du coup là, tu vois, on va discuter un peu de l'autisme de manière générale, mais aussi un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat et du coup du cinéma, vu que tu es actrice. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Est-ce que tu as ton nom, prénom, ta profession ou tes professions et un peu ton humeur actuelle? Alors, bonjour Lucas, moi c'est Brune, mon nom d'actrice c'est Saturne, je t'expliquerai plus tard pourquoi. Okay. Parce que des fois, il y en a qui me disent « mais t'es pas connue, pourquoi tu choisis un nom d'acting alors que t'es personne ?» Et du coup je t'expliquerai après pourquoi, parce que c'est important que je l'explique. J'ai 25 ans, bientôt 26. J'ai fait des études dans les animaux, parce que les animaux, c'est quelque chose qui me caractérise et qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Et l'acting aussi, c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Et puis, je pensais que je n'y arriverais pas, que je ne serais pas faite pour ça. Et puis, je t'expliquerai aussi petit à petit comment j'ai réussi à faire mes premiers castings, mes premiers courts-métrages. Des premiers pas, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Et sinon, là, actuellement, je travaille chez Botanique à Villeurbanne. En tant que vendeuse avec les animaux à l'animalerie. Et puis, voilà. Et puis, concernant mon humeur du jour, je dirais... je ne saurais pas vraiment te dire, mais il y a plein de trucs qui se passent en ce moment un peu dans ma tête et c'est un peu... un coup ça va, un coup c'est un peu moins ça, mais... voilà. Ok. Mais là, t'es contente d'être là aujourd'hui ? Très contente. Ah, super. Ça me rassure. Et je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que ce sujet était un peu particulier. Moi, par exemple, je suis pas trop renseigné sur ce sujet, donc je suis content qu'on puisse en discuter, que ça puisse en fait ouvrir potentiellement les yeux ou intéresser à certains curieux. Parce que déjà, l'autisme en tant que tel, c'est quoi ? Est-ce que c'est un handicap ? Est-ce que c'est une maladie ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'autisme, c'est un trouble neurodépartemental qui dure toute la vie. C'est pas soignable. Et non, c'est pas une maladie. Ce qui serait bien, c'est que si c'était une maladie, ça pourrait se soigner, ou on pourrait trouver un traitement pour l'atténuer. Mais malheureusement, ça ne se soigne pas. Donc, c'est considéré comme un handicap. Il y a plusieurs degrés d'autisme. Après, je ne suis pas psychologue ou psychiatre pour vraiment te décrire exactement ce que c'est, te dire quelle particularité a tel autisme, tout ça. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a l'autisme léger, dit Asperger. Donc, on peut naître autiste Asperger et décéder et pas savoir qu'on a ce problème-là, par exemple. Plus haut, celui où certains ne peuvent pas parler. Il y en a qui ne marchent pas, et il y en a qui sont à 30 ans comme des enfants, en fait, qui peuvent pas manger seuls, qui peuvent vraiment... Il faut tout le temps qu'ils soient avec quelqu'un, parce qu'ils ne pourraient pas se débrouiller dans la vie de tous les jours. Voilà, comme je te disais, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui ont du mal à marcher, il y en a qui s'énervent tout le temps, enfin, il y en a qui... Comment dire, qui peuvent pas être tout seuls s'ils sont pas cadrés, qui limite peuvent être dangereux pour eux-mêmes si ils peuvent se retrouver tout seuls, parce que souvent ils font des grosses colères. Bon, après je dis ça, mais moi aussi j'en fais des grosses colères et pourtant je suis pas à un stade comme eux. Mais voilà, ça peut être dangereux. Par exemple, pour donner un cas, il y a quelqu'un de ma famille qui gardait un enfant atteint d'autisme et à un moment en jouant, il s'est énervé, il s'est crevé un œil. Je sais pas pourquoi, mais il s'énervait et puis il s'est énervé contre lui parce que je sais pas pourquoi. Il y a un décalage avec la réalité dans ces moments-là. Je sais pas vraiment, je pourrais pas te dire parce que je le connaissais pas, ce petit garçon, et à ce moment-là j'étais petite aussi et je sais pas ce qui lui a pris par la tête, s'il s'est énervé contre lui, s'il y a quelque chose qui l'a énervé, et puis il a pris je crois que c'était un stylo, un truc comme ça, il se l'est enfoncé dans l'œil et voilà quoi. Et toi du coup t'es autiste. Voilà. On peut dire, ça se dit tu es autiste ou il y a une autre manière de le dire? Oui, c'est atteinte de TSA, trouble du spectre autistique. TSA, donc on dit TSA de base. On peut dire TSA, on peut dire neurodivergent, il y a plein de termes un peu, voilà. Et du coup, est-ce que c'est péjoratif de dire que tu es autiste? Est-ce que ça l'est dans la conscience collective quand même un peu? Alors, oui. Parce que du moment où on dit, enfin pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont, qui sont ouverts d'esprit, parce que c'est important aussi ça de le dire. Il y en a du moment où tu dis que t'es autiste, ils sont là, ok, il est débile.
Ok, oui, il a un problème, il a un problème, il est pas il est normal, bizarre, quoi. il est pas normal, donc il est débile. Ok. Mais vraiment, parce que pour moi, c'est quelque chose que j'accepte depuis... Enfin, c'est compliqué pour moi de me dire, bah ouais, j'ai ça. Et je pourrais jamais m'en débarrasser parce que ça fait partie de moi. Et je suis comme ça depuis petite. Et j'ai beau voir des psychiatres, essayer de trouver des alternatives, c'est en moi. Et ça partira jamais. Parce que toi, là, Donc, tu es autiste à quel degré? Je sais pas si tu me l'as déjà dit, là. c'est Asperger. Asperger, et ça te change quoi dans ton quotidien? Et tu vas voir, Ok. tu viens de dire que tu vas voir une psy. Oui. Concrètement, pourquoi? Est-ce que c'est pour te sentir mieux par rapport au monde, entre guillemets, plus normalisé, et par conséquent pour que tu puisses t'adapter et pas recevoir trop de critiques? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien d'être ça et de le savoir? Parce que peut-être que si tu l'aurais pas su, est-ce que finalement, je sais pas moi, tu serais peut-être pas allé voir le psy, tu n'aurais pas eu cet accompagnement. Qu'est-ce que ça change pour toi? Déjà, quand j'étais petite, c'était compliqué pour moi de m'intégrer. Donc souvent, je restais seule dans mon coin, mais je veux dire, en maternelle, j'étais souvent dans mon coin, du peu de souvenirs que j'ai. Je parlais pas beaucoup et j'avais du mal à me faire comprendre, à m'imposer dans un groupe ou même à m'exprimer. C'était vraiment brut en fait, comme je le disais, je réfléchissais pas en mode ça va lui faire du mal si je lui dis que ses chaussures sont moches ou Oui. c'était T'étais sincère factuel. et voilà, c'est ça. Ok. Et c'est vrai que les gens des fois ils comprenaient pas et surtout quand t'es petit et puis moi non plus je comprenais pas tout ça et après des fois j'étais un peu bizarre, j'adore les chevaux et quand j'étais petite j'étais un cheval. Enfin pour moi j'étais un cheval. Ok. Donc je galopais comme un cheval, enfin bref. Voilà. L'enfance. L'enfance, voilà, c'est ça. Là, je t'as pas trop honte de ce que tu fais, donc bon, voilà. Et c'était en CE1. La prof que j'avais, elle avait dit à mes parents, faudrait que vous l'emmeniez voir une psychologue parce qu'elle est pas normale, quoi. Désolée, Ce mot pas normal. Ouais, Oh voilà, là là. elle a un comportement bizarre, quoi. Et puis c'est vrai que je communiquais beaucoup par dessin, comme je t'avais dit. Et en fait, sur mes feuilles de contrôle, par exemple, au lieu de répondre 1 plus 1 font 2, j'allais dessiner à la place. Ou c'était que des petits trucs comme ça, où on allait me poser une question, et en fait, si la question ne m'intéressait pas, oui, c'est bizarre, hein. Si la question ne m'intéressait pas, j'allais répondre par un truc qui allait m'intéresser en fait. Et l'autisme, on peut dire que y a des intérêts spécifiques. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de parler d'autre chose en fait. Ok, donc t'es axé sur quelque chose. Voilà, c'est axé sur quelque chose et ça en devient obsessionnel en fait. C'est dès qu'il y a moyen de placer ça, tu le places. C'est hyper marrant ce que tu racontes là, parce que pour moi, ce que tu dis, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est un peu une bulle pour toi, Oui, voilà. une bulle d'oxygène. Tu savais que ça. T'aimais ça. Voilà. Si tu parlais de ça, t'étais dans une zone de confort, alors que les discussions qui viennent de l'extérieur, peut-être, tu m'arrêtes, mais vu que tu sais pas ce qui va être dit, tu maîtrises pas le sujet. C'est ça. Ok. Et du coup, pour en revenir à cette prof qui avait eu mes parents en rendez-vous, elle avait dit faudrait qu'elle aille voir une psychiatre. Et en fait, c'est au cours des rendez-vous avec cette psychiatre qu'en fait je lui expliquais, je lui dis j'aime pas qu'on me touche, j'ai peur d'être avec les autres, je me sens pas intégrée. J'avais cette tendance aussi quand j'étais petite, et ça je savais pas parce que j'étais petite, j'étais souvent comme ça, je me balançais, et ça c'est l'un des signes de l'autisme. Et c'est souvent comme ça qu'on repère qu'une personne a des troubles autistiques ou qu'elle est autiste parce que elle balance comme ça, elle va être un peu paniquée, enfin bref. Et du coup, la psychologue, j'avais pas mes parents qui venaient à mes séances de psy, ils m'attendaient dans le couloir, mais j'étais juste avec la psy, on était toutes les deux. Et du coup, elle m'avait fait remplir un test, et puis au fur et à mesure, elle m'observait, et puis elle voyait, elle cochait des cases. Et puis là, elle m'a dit, ça, c'est ça c'est lié à ça, et faudrait que tu vois, parce que là, c'était comment dire, elle m'a dit, là, je t'ai fait un premier test, et faudrait que tu ailles voir avec tes parents pour en refaire un autre, pour faire des tests neurologiques et tout. Du coup, j'ai suivi d'autres psychologues après, enfin, une psychiatre, et après, j'ai suivi des psychologues pour autre chose qui me sont arrivées, mais qui n'avaient pas vraiment de rapport avec l'autisme. Et l'année dernière, je suis retournée voir une psychiatre, et parce que je me sentais pas bien, j'étais déprimée, tout ça, et à ce moment-là, je supportais même plus la lumière. Ça aussi, c'est un des signes de l'autisme. Et la lumière, que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle, c'était vraiment une angoisse. Enfin, c'était une angoisse, quoi. Le bruit, je supportais plus rien. Enfin, je sortais plus de chez moi, j'étais déprimée. Enfin, et je me disais, mais j'en ai marre d'être comme ça, c'est pas normal. Et puis je me disais, mais putain, mais comment je peux t'en sortir, je peux m'en sortir, quoi. Et du coup, on allait en voir cette psy, je lui dis,
J'ai fait un test étant petite. Il aurait fallu que j'en fasse d'autres pour avoir la certification que j'étais autiste, tout ça. Et là, elle me dit, oui, il faudrait passer un test. Et elle aussi, elle a coché d'autres cases. Elle s'est dit, oui, mais ça... Oui, elle a dit, ça correspond, tout ça. Elle m'a dit, est-ce que vous voudrez qu'on fasse un test? Et là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi, en fait, au final? Pourquoi faire le test officiel? Enfin, pourquoi faire le test officiel? Tu t'as dit, tu as utilisé le mot certifié. Voilà. C'est comme si c'était vrai, quoi. Je sais que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc-là de, en gros, ce serait certifié écrit. Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose en France? Ça pourrait expliquer aussi à mes employeurs pourquoi des fois je réagis comme ça, pourquoi j'ai cette sensibilité-là, pourquoi je réagis autant au quart de tour, ou pourquoi ça me touche autant. Pourquoi il y a une émotion? Pourquoi il y a cette émotion-là. Et je me dis, en fait, j'ai peur qu'ils me catégorisent directement et qu'ils se disent ouais, elle est comme ça, et ben on va la mettre dans son coin et on va faire ça. Et en fait, c'est surtout ça. Et je me dis, je sais que ce test, j'en aurais besoin parce que je sais que ça me ferait du bien. Je me dis, une fois que ça sera certifié, ça sera vraiment certifié, mis noir sur blanc, et que quand je me présenterai dans un nouveau travail, que je le donnerai, on va me dire, ok, on va me mettre dans une case. Au boulot, surtout dans la vente, des fois, il y a des personnes qui vont se mettre à parler fort, à commencer vraiment à parler fort. Et comme je te disais, je supporte pas quand c'est fort. Et en fait, c'est directement une défense. Quand on commence à me crier dessus, et en fait, à ce moment-là, je peux plus me contrôler. Okay. Donc en fait, je me dis, je peux être potentiellement dangereuse, entre guillemets. Je me dis, je sais pas comment je peux réagir parce que j'ai énormément de colère qui monte, de la panique, de l'angoisse. Et dans ces moments-là, je préfère partir. Là, tu travailles dans la partie animalerie de Botanique et concrètement aussi, tu fais de l'acting et tu es aussi modèle photo. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Est-ce que du coup tu travailles dans ce boulot-là en attendant de trouver justement soit un rôle, soit je sais pas, d'avoir un boulot même potentiellement fixe dans une entreprise? Où est-ce que tu en es en termes d'entrepreneuriat et à quel moment en fait l'autisme a joué un rôle négatif ou positif dans ton évolution? Est-ce que ça t'a freiné ou est-ce que ça t'a accéléré? Est-ce que tu sais pas trop où te positionner? Est-ce que ça t'aide à être plus sociable? On disait que potentiellement du coup t'avais un nom, justement tu me disais tout à l'heure un nom de scène, mais que du coup tu disais que tu n'avais pas de carrière, mais est-ce que du coup ça t'aide à rentrer dans un personnage? Bref, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, pourquoi Botanique là actuellement? C'est parce que j'ai fait pas mal de travail alimentaire, donc pour payer le loyer, pour manger aussi, puis pour les sorties à côté, tout ça, pour pouvoir vivre. Pour pouvoir vivre là tout simplement. Et c'est en enchaînant les petits boulots et en comprenant que c'était pas fait pour moi, que c'était pas adapté à mon handicap, le bruit, la communication avec les gens, parce que ça pareil c'est un truc où j'ai beaucoup de mal à communiquer. Et oui, et du fait d'avoir trouvé du travail chez Botanique, je me suis dit enfin je vais retourner avec les animaux, et qui ont une énorme place dans mon cœur, parce que avec les animaux il y a toujours eu un lien très particulier. C'est qu'en fait je leur parlais beaucoup. Quand j'étais petite, je parlais énormément aux animaux, et plus que je parlais à mes parents. Même on avait plein d'animaux, on avait des chiens, des chats, j'avais un poney aussi. Je préfère être avec des animaux qu'avec des humains. Okay. Je veux dire, je me sens beaucoup mieux avec eux qu'avec des humains. Je veux dire, quand je me sens pas bien, bon, j'ai mon copain, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, j'aime beaucoup me ressourcer avec les animaux, tout ça, leur parler, leur faire des câlins, et ça c'est vraiment le truc qui m'apaise le plus, qui me calme complètement et qui me fait du bien. Okay. Et vraiment, quand je suis avec eux et quand je fais du cinéma aussi, j'oublie que l'handicap est là, et pour en revenir à l'acting et modèle photo, là j'ai un 35 heures pour l'instant à mon boulot actuel. C'est un peu compliqué pour laisser de la place au cinéma et aux photos. Donc quand il y a les jours de repos, forcément j'essaie de répondre aux annonces, tout ça sur l'application Nawak, je sais pas si tu connais. Et voilà, donc j'envoie plein de CV, tout ça, et puis il y a tellement de demandes que j'ai pas souvent des réponses. Mais à chaque fois que je suis présélectionnée ou qu'on m'envoie un message, est-ce que tu es dispo à telle date ou est-ce qu'on peut t'appeler, tout de suite je dis à mon responsable, potentiellement ce jour-là je pourrais pas être là. Pour revenir à ce que tu disais, par rapport à ça, on a déjà fait un podcast avec Alexandre Nucci et Héloïse Mas, et on parlait un petit peu de ça dans le milieu du cinéma. On a tous un petit peu une particularité, que ça soit un petit peu justement où on est axé sur une partie en particulier, on a beaucoup d'émotions, ou alors on se définit différemment, on a quand même tous un peu une particularité. Et ma question est, toi du coup t'en as une, du coup c'est cet handicap, est-ce que t'en parles? Est-ce que t'en parles pas? Je sais que tout le monde en a une dans ce milieu, mais on n'en parle pas vraiment. Est-ce que toi tu le mets en avant, tu le mets pas en avant pour prévenir les gens? Comment ça se passe en fait? En fait ça dépend, je veux dire, si je suis en confiance avec là ou les personnes, et que je vais me sentir bien, là à ce moment-là je vais leur dire ok les gars,
j'ai cet handicap-là qui fait que la lumière c'est difficile ou que le son trop fort là c'est difficile. Donc est-ce que ça serait, si possible de baisser un petit peu ou de mettre un éclairage moins fort sans demander de faire ma diva, hein, bien sûr, mais voilà, parce que après ça peut se transformer en crise, et des fois je fais des crises qui sont intérieures parce que j'essaie de les contrôler. C'est vrai qu'à l'intérieur je me mets dans des états, je me dis ouais non quoi, sur un plateau non, je veux pas que ça arrive. Quand on a un handicap, on peut pas forcément, c'est pas comme si on avait un tic, tu vois, un truc où on pourrait se dire ok, je suis un peu bougeon, je vais me quadriller. Là on parle d'handicap, donc c'est quand même pas la même chose. Comment est-ce que c'est pas bien de le dire? Est-ce que du coup ça nous fait perdre des contrats? Est-ce que ça a pu te freiner? Comment ça se passe? En fait, j'en parle pas tant que je sens pas que c'est nécessaire. En fait, je me dis, par exemple, à un moment, j'avais fait un défilé avec l'Atelier du Griffon, donc une école de maquillage, sur le thème des 7 péchés capitaux. Et au moment où, après s'être fait maquiller, coiffer, costumer, tout ça, on avait un petit défilé à faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai entendu, parce qu'on a fait une répète, et la musique était super forte. Et du coup, je me suis dit, j'ai pris sur moi. Et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué là, ça va vraiment être compliqué. Donc à ce moment-là, je suis allée voir la maquilleuse qui était un amour. Et là, je lui ai dit, bon, excuse-moi, je t'en ai pas parlé, mais j'ai des troubles autistiques. Est-ce que ça te dérangerait de demander à l'organisation qu'elle baisse le son? Elle me fait, mais non, mais il n'y a pas de souci et tout. Et c'est vrai que souvent, on se dit, on n'en parle pas parce qu'on a peur qu'il y ait les réactions genre, elle est autiste, ou oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait chier elle, avec ces trucs. Voilà, c'est souvent ça, en mode, j'ai peur que du fait d'en parler, ça soit genre en mode... Ça crée une distance. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Parce que souvent, quand on parle d'autisme, en fait, les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs degrés d'autisme. Et pour les gens, être autiste, c'est être débile, pas savoir se contrôler. C'est souvent ça. Hein. J'en vois encore des fois des personnes qui ont ce problème-là et qui sont autistes plus sévères que moi. Et tout de suite, c'est des moqueries, c'est des gens qui les regardent en mode « Oh là là, pourquoi il crie ce débile? Ah, mais qu'est-ce qu'il a à taper du pied ?» Et à ce moment-là, je me dis « Mais c'est pas juste, en fait. Cette personne, elle a rien demandé. C'est pas sa faute si elle est comme ça. Pourquoi juste pas l'aider et pas... Ou rien faire. Ou rien faire, quoi. Autrement, juste... Ça, quoi. Ou alors juste penser dans sa tête, se dire « Putain, il me fait chier celui-là. » Mais pas le crier, pas dire « Oh purée, mais quel débile !» Parce que ça, le nombre de fois, on l'entend. Ou même des fois, en fait, ça, plusieurs fois, j'ai entendu des gens le dire, c'est pas dire espèce de débile, c'est espèce d'autiste. Tu dis, mais... Ouais. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que être autiste, ça veut pas dire être débile, quoi. Enfin, je veux dire, même une personne qui parle pas et qui se balance et qui... c'est pas une personne qui est débile, en fait. C'est juste une personne qui a un handicap et qui a pas demandé à être comme ça. Désolée, ça m'énerve. Non, mais t'inquiète, c'est normal. mais une personne, tu vois, qui souhaiterait savoir si il est en situation de handicap, et principalement, du coup, par rapport au sujet autiste, comment il fait? Alors, faut que tu ailles voir ton médecin généraliste déjà et que tu lui exposes le problème en mode j'ai des problèmes pour communiquer, En fait, il y a plein de signes alarmants entre guillemets. C'est surtout en société, quand tu as du mal à t'adapter, quand tu as du mal avec certaines règles, quand l'autorité, ça en fait partie? Oui. Très bien. Voilà. Je mets un peu d'humour, mais... Quand tu as du mal avec le contact visuel aussi. Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Je t'ai jamais regardé dans les yeux à aucun moment. Je regarde là. Et je fais ça avec tout le monde, tu vois. Heureusement que t'as un bonnet. Heureusement que ça va. Mais voilà, c'est quand tu fuis le regard, que t'arrives pas à regarder quelqu'un dans les yeux, que tu te balances quand t'as des intérêts spécifiques. Voilà, c'est ça en fait, l'autisme. Quand tu supportes pas le bruit, quand tu supportes pas la lumière, c'est surtout des signes comme ça. Et comme je te dis, il y en a qui pensent que c'est normal que tout le monde est comme ça et que il n'y a pas vraiment besoin d'un suivi, tout ça. Et il y en a qui disent non, c'est pas normal, tout ça. Du coup, ils vont voir un médecin, ils disent je sais pas ce qui m'arrive, tout ça. Et le médecin, là, à ce moment-là, il fait un papier, ils disent allez voir un psychiatre. Ouais. Et à la suite de ça, le psychiatre va faire des tests lui. Après, il va y avoir des tests neurologiques. Enfin bref, il y a plein de procédures. Et j'avais regardé, ça prend entre 2 et 3 ans à peu près pour se faire diagnostiquer. En ayant écouté plein de podcasts de personnes pareilles qui ont fait les tests, ça prend énormément de temps. Pourquoi? Parce que le temps de faire le test, le temps de ci, le temps de ça, je comprends pas non plus pourquoi ça prend du temps. Mais parce que tu as le médecin, après le psychiatre et après les tests. Et c'est plusieurs apparemment sur
plusieurs... Ouais, pour voir l'évolution. Je pense, peut-être pour savoir si ça s'aggrave ou pas. C'est possible que ça s'aggrave? Non. Ok, donc t'es entre guillemets un type, t'as un type d'autisme et tu bouges plus. C'est ça. Ok. Et après aussi, surtout chez... ça c'est important d'en parler, l'autisme, il y en a plus fréquemment chez les hommes. Et chez nous, les femmes, on arrive plus souvent à le masquer. Donc on appelle ça le masking. Et se dire, j'essaye de plus m'adapter en société et m'adapter quand il y a beaucoup de bruit, prendre sur moi. Et quand il y a trop de lumière, essayer de ne pas péter un câble intérieurement, de vraiment paraître normal. Et en fait, on veut tellement, des fois, le cacher, que de se dire je veux être normal, je veux pas que ça me pourrisse la vie, que ça m'empêche d'avancer, quoi. Qu'en fait, on le cache. Et c'est pour ça que quand je le dis, il y en a qui me font mais t'es pas autiste? Je dis si. Parce que tu sais pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est dû à quoi? Que c'est plus que vous soyez entre guillemets plus à même de le camoufler que nous? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est... c'est une bonne question. C'est humain? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes capacités, il y a des trucs aussi là-dessus. Peut-être que... C'est juste que nous, les femmes, on est mieux. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais... Allez. À la fin, le film va durer 5 minutes. Bonjour, rideau. Bonjour, générique. Non, mais tu vois, par exemple, tu parlais t'as du mal avec le bruit, le contact visuel, etc., que j'avais un bonnet. Bon, bref, passons. Mais là, est-ce que là, par exemple, là, sur le plateau, ça va la lumière? Ou c'est beaucoup? Je prends sur moi. Ok, voilà, c'est beaucoup. Voilà. Ok. Après, c'est aussi, il y a l'environnement, en fait, comme je te dis, quand je suis à l'aise avec la personne, quand j'arrive à me sentir bien, il y a des trucs où j'arrive à faire abstraction, mais c'est vrai que la lumière, elle est un peu forte, je veux pas faire ma relou, mais parce que là, dans le cinéma, des lumières, il y en a à pleine balle, et fortes, en plus. Le but, c'est de contrôler un peu ça, et donc, t'es amené à avoir des conditions en termes de lumière et même de bruit, sauf quand tu joues, parce que du coup il y a un silence plateau, tu vois, mais assez extrême. Donc est-ce que tu es préparé à ça, ou comment ça se passe? En fait, c'est tellement quelque chose que je veux faire depuis petite que en fait je me dis je prends sur moi. Et c'est pour ça que je me suis créé le personnage de Saturne. Je me suis dit en fait je veux que ce personnage il soit normal. Dès que je suis sur un plateau de tournage, en fait je me sens bien. En fait je me dis je vais faire ce que j'aime. Et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi, jouer des rôles, passer d'une émotion à une autre, c'est quelque chose que j'adore faire. Je dis pas que je joue magnifiquement bien, hein, bien sûr que non, mais j'adore devoir pleurer sur commande. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur un tournage, même si des fois il y a des personnes qui sont pas bienveillantes, mais je sais pas, il y a un truc unique, il y a quelque chose de... Waouh, c'est une vie dans la vie, un peu. Voilà, c'est ça. Les gens, je sais pas si tout le monde va comprendre ça, mais c'est vraiment la vie, une vie dans une vie. C'est un peu une colo. Oui, voilà. Colo pro, parce qu'il y a beaucoup de boulot et tu finis tard le soir et tout, etc. Mais c'est un peu... Ouais, c'est une bulle dans l'espace-temps. C'est ça. Et c'est ça qui t'aide à te sentir bien. Je sais que, par exemple, il y avait Vincent Lindon, si je me trompe pas. C'est Vincent Lindon, en interview, il bégaye, il a des tics un peu faciales. Et quand il est en train de jouer au cinéma, il ne bégaye pas, aucun tic facial, il contrôle son personnage. Et sans doute potentiellement que c'est le fait qu'il ne soit pas lui. Parce que quand tu joues un rôle, il y a une part de toi, mais tu ne joues pas toi. Tu as un nouveau prénom, un nouveau métier, un nouveau rôle, de nouveaux amis, une nouvelle femme, homme, ce que tu veux. Donc c'est pas vraiment ta vie. Et lui, ça l'a aidé. En tout cas, ça l'aide à être, entre guillemets, normal visuellement. Est-ce que toi, c'est un peu le même principe? Quand tu joues, en fait, c'est plus toi. Et du coup, tu te libères et tu te sens mieux et tu crées un nouveau personnage, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est un peu bizarre, et quand je l'explique aussi, sans parler de l'autisme, c'est qu'en fait, en se mettant vraiment à fond dans le rôle du personnage, en fait, et que notre nous, on l'oublie, qu'on le met sur off et qu'on prend vraiment qu'on prend vraiment le personnage, que le personnage nous imprègne, tout ça. En fait, c'est incroyable parce que je parlais des scènes un peu émotion, tout ça, où il faut pleurer, des trucs comme ça, où on va vraiment pleurer à chaudes larmes. Et en fait, on ressent l'émotion du personnage. Et au couper, en fait, tu ressens plus d'émotion parce que le toi, il est pas forcément triste, tout ça. Et ça, c'est vraiment... Waouh, c'est une sensation qui est trop bizarre, en fait, parce que y a des acteurs qui vont penser à des choses mauvaises, justement, pour pleurer, des choses qui les rendent tristes. Et ça, c'est un conseil que je donne pas du tout. Voilà, donc il faut essayer de s'imprégner du personnage, essayer de le comprendre le plus possible, se l'imaginer, se le rejouer en boucle devant son miroir tout seul, se filmer, enfin bref, essayer de... que le personnage, ça soit nous, quoi. Ok, de se filmer devant le miroir, etc. Voilà, ça c'est bien, quoi, faire des face cam tout seul, tout ça, s'obliger en fait à essayer d'être le plus juste possible, à
être le plus naturel. Bah, tu vois, parce que là, le film, là, j'ai un petit truc en plus d'Artus. C'est l'une des premières fois, ou du moins c'est pas récurrent, qu'il y a des personnes avec ce type de handicap qui sont représentées au cinéma. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Et concrètement, est-ce que le cinéma a un impact, entre guillemets, sur la vision qu'ont les gens de cet handicap? Est-ce qu'il y a un vrai impact, en fait, en regardant des films qui soient potentiellement négatifs sur cet handicap? Est-ce que ça a un impact sur le quotidien, sur ton quotidien? Alors, j'ai pas vu le film d'Artus encore, mais c'est pas vraiment mon genre de film que je regarde en général, mais je me dis là, vu qu'il parle d'un sujet comme celui-ci, un peu qui change, parce que c'est vrai que souvent, je sais pas si tu connais la série Atypical, mais j'ai trouvé ça très cliché. Oui. Très, 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 très cliché, et c'est vrai que ça m'énerve, quoi. Je me dis, en fait, on représente la personne autiste vraiment qui s'énerve, qui est tout le temps non, j'ai pas envie, qui est un peu. Dans les clichés. Et dans les clichés, voilà, qui est là tout le temps comme ça. On se dit, bah non, une personne autiste n'est pas forcément comme ça. À force d'avoir montré ça, bah, les gens, ils sont là, ok, autiste, il va se balancer, il va crier, il va être stigmatisé, voilà, c'est ça. Et peut-être justement, bah, si ça parle bien d'autisme, le film d'Artus, peut-être que ça va pouvoir ouvrir des esprits, peut-être que les gens vont se dire ah ouais, d'accord, mais il peut être autiste et bah, avoir un sens de l'humour, enfin, même si le premier et le second degré chez l'autiste, c'est un peu compliqué, quoi. On prend assez les choses au pied de la lettre. Donc de voir comment est-ce qu'il amenait ça, s'il l'amenait de façon un peu dérisoire, un peu de façon à rigoler, ça peut faire du bien, je pense. À l'heure actuelle, vu que tu entreprends dans l'acting et aussi dans le modèle photo, est-ce que tu as une auto-entreprise, est-ce que tu es intermittent de spectacle, est-ce que tu as monté une structure? Pas encore. Pas encore, c'est en cours là. C'est en cours et pareil, c'est compliqué parce que se lancer, changer un peu le quotidien, les petites habitudes, c'est compliqué, c'est beaucoup de stress et pourtant je regarde plein de tutoriels, il y a des personnes qui m'expliquent un peu, mais c'est vrai que quand je vois toute la paperasse à faire, quand je vois plein de trucs, ça me stresse et ça en devient des crises d'angoisse, enfin bref, c'est assez compliqué, mais je me dis vraiment faut se lancer, quoi. Plus s'écouter et se dire bon, c'est bon, maintenant c'est plus possible de travailler pour un patron, faut que tu te lances pour faire ce que t'aimes, pour avoir le temps de te dire bah, là je suis prise sur un tournage à Paris, la semaine d'après je vais à Marseille, et pas se dire purée, merde, cette semaine faut que je fasse mes 35 heures au boulot pour un patron, alors que là justement, si on est auto-entrepreneur, on peut se dire bah là j'ai décidé de travailler aujourd'hui, demain je vais en tournage, le lendemain je retrouve mes clients de mon entreprise, tout ça. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais être libre, en fait. Je vois très bien. Voilà, c'est ça. Je vois très bien. Après, il y a ce truc-là, nous, on a créé ce média aussi pour parler un peu de la face cachée, parce que on est libre, mais tu l'es pas à 100%. Oui. Tu es libre du moment si tu as de l'argent. Oui, mais c'est ça. Les gens, ils ont tendance à l'oublier. On voit souvent sur les réseaux, ouais, moi j'ai fait mon premier million en 3 mois. Et ben, je peux te le dire, ça fait, nous, la boîte en tant que telle, ça fait 3 ans. L'asso, etc., ça fait quelques années encore en plus. On n'a pas fait le million, hein. Je te le dis. Donc il y a ce truc-là, il faut bien comprendre qu'il y a un peu l'envers du décor, il y a de la liberté, mais aussi de la pression, parce que tu as une pression sociale qui est amenée. Quand tu as réussi, ça va. Tu vois, les gens ils disent ouais, bah tu vois, je te l'avais dit. Non, tu m'avais rien dit du tout. Et quand tu es en train de faire tes preuves et que tu le dis, et ben, tu as un peu cette pression sociale et cette liberté que tu peux pas te laisser. Tu es obligé de venir, même si t'as pas de travail. Nous on vient tous les jours, on vient voilà, de telle heure à telle heure, même on déborde. T'es obligé de créer des concepts comme celui-ci, t'es obligé d'évoluer, et c'est pas le rêve absolu. Je dis ça parce qu'il y a un peu une mode autour de l'entrepreneuriat, et c'est pas du tout fait pour tout le monde. Il y a une pression, tu dis administrative, donc ça c'est pour toi. Moi par exemple ça va, mais t'as une pression aussi de parler avec des clients au téléphone, t'as des pressions aussi de l'assumer envers ta famille ou tes proches, t'as une pression en termes de gestion de tes propres émotions, parce qu'en fait si t'arrives pas à te gérer toi-même en termes des fois t'es excité, puis d'un coup hop, t'es en down, et puis en fait faut que t'arrives à lisser ton émotion. Quand tu sens que t'as un truc qui t'excite, tu le minimises un peu, et quand t'as un truc qui est en train de te plomber, tu le reboostes un petit peu pour essayer d'avoir une vie lisse comme un salarié au final. Et ben c'est la chose la plus compliquée à faire. Donc faut essayer aussi de faire gaffe à ce rêve-là, parce que moi j'ai discuté avec plein de gens qui veulent l'être, mais que si tu les regardes à l'heure actuelle, c'est impossible. C'est impossible, parce qu'ils s'imaginent des folies, des folies. Et une vie de rêve, un tournage ci, un tournage là. Alors oui, mais avant de trouver le tournage, il faut avoir un client. Pour avoir un client, il faut avoir une structure. Puis il faut avoir un site, puis un portfolio, puis le matos, et puis ça, et puis ci, et puis ça. Mais c'est hyper intéressant, Parce que là, du coup, concrètement, là, toi, t'en es à bosser pour du coup quelqu'un pendant 35 heures. T'aimerais là partir et du coup monter ta boîte du coup pour garde d'animaux, et du coup potentiellement plus tard la fermer pour faire de l'acting, ou garder quand même les deux activités? Est-ce que c'est déjà jouable de garder les deux?
J'ai réfléchi, vu que là, actuellement, je travaille dans une animalerie. Je me dis, c'est le moment de lancer ma boîte. Et vu que on a énormément de propriétaires d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, voire même des nacs, nouveaux animaux de compagnie, lapins, furets, poissons. Enfin, poissons, non, ça compte pas comme les nacs, mais quoique si. Hamster, enfin bref, tout ça. Je me dis, justement, elle est là, la clé. Parce que je me dis, en fait, tant que je suis là-bas, je peux mettre des panneaux, je propose de garder vos animaux, commencer avec des prix attractifs, et justement dire, là, ma clientèle, elle est potentiellement ici. Donc, pourquoi partir maintenant alors que je pourrais créer ma boîte et le faire en plus de mes 35 heures, mais une fois que je commence à avoir trop de personnes qui me disent, là, tu peux garder mon chien, là, est-ce que tu peux ci, est-ce que là, tu peux venir faire un soin, est-ce que tu peux le promener, est-ce que tu peux ci, est-ce que tu peux ça, est-ce que tu peux venir faire la litière de mon lapin, là, je me dirais, ok, j'ai plus de temps pour mon travail en 35 heures. Une fois que j'aurai mon entreprise, je dis, on m'appellera, on me dira, oui, bonjour, ça serait pour garder mon chien. Je dis, non, désolé, aujourd'hui, je suis en tournage. Là, je peux pas. C'est hyper marrant ce que tu dis, parce que tu as ce truc-là, pour moi, pour toi, le tremplin, c'est les animaux. Là. Et les animaux et pour le cinéma arriver aussi. Au cinéma. Si on m'appelle pour un tournage, parce que là, je vais t'avouer que même si je suis en 35 heures, je réponds tous les jours à des annonces de casting sur Nawak, c'est à Paris, et si un jour on m'appelle, qu'on me dit, t'es prise pour une pub de L'Oréal, machin, je vais appeler mon patron et je vais dire, écoute, je suis en tournage là, et qu'ils me disent, non, aujourd'hui tu travailles, je vais dire, ouais, mais là c'est... Oui, mais tu préviens, quoi. Oui, bien sûr, je vais prévenir, je vais faire un abandon de poste. Et là, en fait, le choix, il sera vite fait, quoi. Je vais pas dire, non, désolé, je travaille. Mais c'est normal, parce que c'est ce que toi, tu l'as pour toi, pas forcément pour d'autres, mais pour toi, c'est un boulot alimentaire. Et c'est le cas, parce que tu veux pas y faire carrière, donc c'est un boulot alimentaire. Et concrètement, là, par exemple, là, sur un tournage, toi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que tu puisses te sentir à l'aise dans certaines productions? Est-ce que tu penses que du coup il faudrait, je sais pas moi, qu'il y ait une discussion, une prévoyance pour les gens réal, prod, directeur de casting, etc., pour que tu sois plus intégré et que tu t'en sortes? Je pense que déjà il faudrait que je prenne confiance sur cet handicap, et pas que, parce que pour moi c'est quelque chose de... Comment dire, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui va gêner les autres, qui va être péjoratif, qui va me freiner. Et du coup, en fait, je me dis, une fois que je l'aurai accepté et que je me dirais, les gens savent comme je travaille, ils savent que en tournage, je pète pas des câbles, que je me balance pas, que je suis pas une autiste comme on voit dans Atypical, par exemple. Je me dis, voilà, tant que je leur dis, tant qu'il y a personne qui crie, tant qu'il y a personne qui me crie dessus, ou qu'il y a ça se passera bien. Ça se passera bien. Okay. Je me dis, il y aura pas de problème là-dessus, quoi. Et ça se passera bien. Et ça se passera bien. Okay. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi d'être venu nous avoir raconté un petit peu ton histoire. Et puis, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, du coup, à 10h pour un nouvel épisode. Encore merci à Saturne Brune de nous avoir raconté son histoire. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à raconter un petit peu votre expérience si vous avez un petit peu, vous aussi, une particularité. Et ce sera avec plaisir que je puisse, du coup, parler de ça avec vous sur le plateau. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao, ciao.